À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, Boker Tov. Boker Tov, Ilana. L'inquiétude monte face à l'Iran et pas seulement sur le dossier nucléaire, Olivier. Oui, selon les services de sécurité israéliens, Téhéran accélère la reconstruction de ses capacités militaires, en particulier dans le domaine des missiles balistiques et des drones. Après la guerre de 12 jours, le régime iranien a tiré une conclusion simple. Sans armes nucléaires, ces missiles restent son principal outil militaire. Les programmes de développement, de production et de lancement sont donc relancés à un rythme soutenu, un signal d'alerte pour Israël qui redoute donc une montée en puissance rapide capable de modifier l'équilibre stratégique dans la région. Et puis c'est l'une des raisons du voyage précipité d'ailleurs de Benyamin Netanyahou à Washington. Oui Lana, puisque Benyamin Netanyahou veut agir avant que les lignes ne bougent. Objectif principal, influencer le cadre des discussions entre les États-Unis et l'Iran. À Jérusalem, on craint que les négociateurs américains n'acceptent trop de compromis sur la méthode des pourparlers, mais aussi sur les sujets de fond. Rencontrant rapidement Donald Trump, Netanyahou cherche à réduire en amont les marges de concession possibles et à faire entendre les lignes rouges sécuritaires d'Israël. Le cabinet de sécurité israélien a adopté par ailleurs ce dimanche une série de mesures qualifiées de révolution juridique en Judée et en Samarie. Et ces décisions portées par le ministre des Finances Bezalel Smotrich et le ministre de la Défense Israël Katz modifient en profondeur les règles qui régissent aujourd'hui les territoires de Judée-Samarie. Le gouvernement a notamment décidé de rendre publics les registres fonciers, jusqu'ici confidentiels, pour faciliter l'acquisition de terres. Une loi héritée de l'époque jordanienne qui empêchait la vente de biens aux Juifs a été supprimée, avec pour effet d'accélérer les achats fonciers. Et puis à Hebron, la gestion des permis de construire dans les quartiers juifs passe désormais directement sous l'administration israélienne. Le gouvernement affirme que ces mesures visent à donner aux habitants juifs de Judée-Samarie les mêmes droits et les mêmes facilités que le reste d'Israël. Lutte contre les accidents de la route à présent. Le gouvernement israélien a décidé de durcir les sanctions routières. Hier, le comité ministériel en charge de la sécurité routière a présenté une réforme d'ampleur avec un objectif clair, renforcer la dissuasion contre les comportements les plus dangereux au volant. Dans un premier temps, donc, les amendes pour des infractions comme l'usage du téléphone portable en conduisant ou les excès de vitesse importants seront relevés au plafond maximal prévu par la loi. Mais le gouvernement veut aller plus loin. Pour les 8 infractions jugées les plus graves, des amendes pouvant atteindre entre 5 000 et 10 000 shekels sont envisagées, y compris dès la première ou deuxième récidive. Les autorités espèrent ainsi que ce durcissement permettra de freiner la spirale des accidents mortels et de sauver des vies. La compagnie aérienne israélienne El Al est menacée d'une amende record pour abus de position dominante sur le marché local. Oui, c'est l'autorité de la concurrence qui l'a déclaré. El Al aurait profité de sa place de quasi-exclusive dans certains segments pour fausser la concurrence. L'enquête conclut que la compagnie aurait imposé des pratiques tarifaires et contractuelles qui ont pénalisé les passagers et autres transporteurs. L'amende envisagée pourrait atteindre plusieurs centaines de millions de shekels, un montant sans précédent dans l'histoire du droit de la concurrence en Israël. El Al conteste ces allégations et annonce qu'elle fera valoir ses arguments devant les tribunaux. Et puis enfin, pour terminer, l'ancien député et lauréat du prix d'Israël, Eli Elalouf, est décédé à l'âge de 80 ans. Oui, figure majeure du combat social en Israël, Eli Elalouf a consacré sa vie à la lutte contre la pauvreté, à la défense des populations les plus fragiles. Il a aussi aidé à l'Aliyah des francophones en Israël. Il avait reçu le prix d'Israël pour l'ensemble de son œuvre, sa contribution exceptionnelle à la société et à l'État. Né au Maroc en 1945, il avait émigré en Israël en 1967. Il a servi dans Tsahal, puis étudié les sciences politiques à l'université hébraïque de Jérusalem. Député du parti Kulanu lors de la 20e Knesset, il a présidé la commission du travail, des affaires sociales et de la santé. Il a également dirigé la fameuse fondation Rachi Sakta, initiant des centaines de programmes dans l'éducation, le social et la santé, notamment en périphérie. Le président de l'État l'a salué en déclarant que c'était un dirigeant social de premier plan, animé par une profonde foi et dans la dignité humaine et la responsabilité de l'État envers les plus faibles. Le président de la
Knesset a lui rendu un hommage à un homme bon, respecté de tous, dont le combat contre la pauvreté restera une référence. On va jeter un coup d'œil ensemble sur la météo de ce lundi 9 février 2026 avec les brumes de sable qui devraient encore accompagner le temps aujourd'hui dans certaines régions d'Israël. La chaleur se maintient sur l'ensemble du pays avec une charge thermique toujours présente mais légèrement moins marquée qu'hier. Le temps en reste donc lourd malgré une légère baisse des températures. Il fera donc aujourd'hui en Israël il fera 20 degrés jusqu'à 20 degrés aujourd'hui à Haïfa, 22 à Tel Aviv. Il fera 19 degrés à Jérusalem, jusqu'à 24 degrés à Beersheva et 27 degrés à Eilat. Les négociations discrètes ont commencé entre les États-Unis et l'Iran pendant que Benjamin Netanyahu a décidé d'avancer en urgence sa visite à Washington. Alors faut-il voir un tournant diplomatique ou une manœuvre pour gagner du temps pour décrypter ces derniers événements? Nous sommes avec Sébastien Lévy. Sébastien, bonjour, bonsoir et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Vous êtes journaliste spécialiste des États-Unis, vous habitez d'ailleurs aux États-Unis et on va commencer par ce premier round qui s'est déroulé ce samedi à Oman entre les États-Unis et l'Iran. Qu'est-ce qu'on sait de ces négociations, Sébastien? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. En revanche, la seule chose qu'on a appris, ce qui a filtré de la part des Iraniens, alors encore une fois, tout ce qu'on va dire là, on ne sait pas si c'est de la manipulation ou quelque chose de réel. Mais les Iraniens ont plutôt envoyé un message positif et en disant que les discussions avançaient bien, du bluff, pas du bluff, on n'en sait rien. Pas de commentaire du côté des Américains. Le seul commentaire qu'on entend, c'est pour le coup un commentaire récent du président Trump qui a dit qu'il y avait effectivement peut-être des perspectives d'accord. Donc plutôt, je dirais, semi-positif chez Trump et très positif du côté des Iraniens. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est dit. Il semble en tout cas que les Iraniens montrent une certaine flexibilité sur le nucléaire, un petit peu moins sur les missiles balistiques, et en revanche, on n'a pas trop d'écho sur ce qui s'est dit sur les proxys ou sur les manifestants, sur la répression. Voilà où on en est. Mais je pense que c'est très important avant tout de savoir qu'on est aujourd'hui dans le plus grand flou, un flou qui est entretenu d'ailleurs par les deux parties, et donc parce que toutes les deux parties gardent leurs options au chaud. Donc aujourd'hui, on n'en sait rien. Et tout de même, le spin positif, par exemple, des Américains, ça peut aussi cacher la volonté demain de frapper l'Iran et avoir endormi les Iraniens. Donc on est vraiment dans le flou le plus complet. Est-ce qu'il est prévu un deuxième round de négociations entre les deux pays? Alors oui, il semble effectivement que les deux parties aient prévu de se retrouver, toujours à Oman, donc toujours pour discuter de ces deux parties. Mais ce qui est intéressant, et vous en avez parlé vous-même dans votre introduction, ça s'inscrit aussi, cette négociation, je dirais, qui a lieu bipartite avec le soutien ou la collaboration des autres pays de la région. Vous avez, en tout cas, il semble que c'était important pour le Premier ministre israélien Netanyahou d'être débriefé sur les premières rencontres, voire sur les deux rencontres qui devraient avoir lieu d'ici mercredi lorsqu'ils vont se rencontrer. Donc on sent que clairement aujourd'hui, les négociations soient assez sérieuses pour que les Israéliens sentent le besoin aujourd'hui de rappeler sans doute au président Trump les lignes rouges de l'État d'Israël. Est-ce que justement sur ce sujet, est-ce que Netanyahou ne craint pas justement que les États-Unis aillent trop loin avec l'Iran sans tenir compte justement de ces fameuses lignes rouges israéliennes? Et voilà, c'est tout à fait la crainte aujourd'hui de l'État d'Israël. Il faut aussi se souvenir que Eyal Zamir, le chef d'état-major de Tsahal, était à Washington il y a quelques jours. Vous avez eu Steve Witkoff qui est venu en Israël pour parler à Netanyahou. Donc il y a clairement une volonté des Américains de rassurer au maximum les Israéliens qui, à raison, sont inquiets. Pourquoi ils sont inquiets? Parce que leur crainte, je dirais, c'est qu'ils connaissent, je pense assez bien aujourd'hui, les manœuvres dilatoires des Iraniens pour retarder l'accord, pour essayer de gagner du temps, pour essayer d'endormir les négociateurs américains. La crainte, elle s'explique par plusieurs aspects. La première, c'est qui sont les négociateurs aujourd'hui américains? Vous avez Witkoff et Kushner, qui ne sont pas des négociateurs aguerris, qui sont en revanche plutôt des hommes d'affaires, plutôt très très proches du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des Émirats, qui veulent un deal, quasiment un deal à tout prix. Et là, on arrive à la deuxième crainte, c'est le fameux deal maker Trump qui aime bien parfois prendre ses désirs pour des réalités, pouvoir dire à son opinion publique, regardez, j'ai signé un deal, si possible meilleur qu'Obama, ce qui est important pour lui,
Et d'une certaine façon, même si le deal dans les détails n'est pas exactement ce qui conviendrait aux intérêts de la région et notamment d'Israël, il serait prêt à le signer. On se souvient de son, je dirais, emballement à dire qu'il avait signé le deal du siècle à Gaza. On sait ce qu'il en est aujourd'hui. On se souvient de la propension de Donald Trump à dire qu'il a arrêté 8 guerres, ce qui n'est absolument pas le cas. Et je pense que c'est la crainte d'Israël. C'est aussi ce sur quoi jouent les Iraniens. Les Iraniens connaissent parfaitement, je pense, leur Donald Trump et ils comprennent que Trump veut un deal quasiment à tout prix. Et c'est aujourd'hui la principale crainte d'Israël. Un dernier mot là-dessus. Il faut comprendre aujourd'hui les propos de Lindsey Graham, qui est très très proche de Netanyahou et aussi proche de Trump. Et pour comprendre ce que Netanyahou veut dire à Trump, il faut toujours lire ce que dit Lindsey Graham, qui est le sénateur républicain, et qui a dit attention, un mauvais accord est pire qu'un non-accord. Donc je pense que là, ça traduit aussi une certaine nervosité chez les Israéliens. Alors justement, au niveau de ces négociations, comme vous l'avez expliqué, on a l'impression que Donald Trump n'a pas vraiment la main sur ce qui se passe. Est-ce que, en fin de compte, les Iraniens ne jouent pas avec ça et sont en train de gagner du temps? C'est la crainte, et on sait qu'ils avaient été capables aussi de faire à peu près la même chose pour l'accord du nucléaire iranien en 2015, qu'ils avaient fait beaucoup traîner, ça avait été extrêmement dur. Et c'est vrai que la crainte aujourd'hui, c'est de se dire, on sait que Donald Trump est plutôt un homme, je dirais, des grandes annonces plutôt que des détails. Et la crainte, en tout cas, qui est en Israël, et d'ailleurs dans d'autres chancelleries, par exemple en France, qui est plutôt en pointe sur le dossier du nucléaire, la crainte, c'est finalement d'avoir quelque chose, un affichage extrêmement positif. Mais en fait, le problème, c'est que le diable est dans les détails. Et si vous avez derrière des choses où les inspections, par exemple, ne soient pas garanties, où les proxys soient certes peut-être désarmés de façon officieuse, mais pas officielle, ou par exemple que les Iraniens disent, bah écoutez, il y a un certain nombre de personnes qu'on va libérer, mais en attendant qu'ils vont en exécuter énormément. Encore une fois, toutes les petites lignes dans les accords, c'est exactement ce qui effraie les Israéliens, parce qu'on sait que Donald Trump, c'est l'affichage qui compte avant le détail. Parfois, ça a du bon. Mais là, sur ce sujet qui est aussi complexe, oui, c'est une véritable crainte. Pour terminer, Sébastien Lévy, est-ce qu'au final, qui est le plus pressé? Est-ce que c'est Washington ou Téhéran? C'est sans doute a priori Washington. Et c'est sans doute Washington. D'une certaine façon, une situation sans deal pour les Iraniens, c'est quelque chose qui leur convient plutôt bien. La seule chose dont ne veulent pas les Iraniens, c'est clairement d'être attaqués et d'avoir demain des frappes contre eux. Mais s'ils sont capables de maintenir une négociation extrêmement longue, voire demain encore mieux, de signer un accord qui soit bancal, mais qui leur permette à eux de garder, je dirais, leur programme nucléaire et leur programme balistique, et à côté de ça, donner une victoire un peu à la Pyrrhus à Donald Trump, clairement, c'est une victoire pour Donald Trump. Il a besoin d'un accord. Pourquoi? D'abord parce qu'il est en difficulté sur le plan politique intérieur aujourd'hui aux États-Unis. L'économie ne se porte pas si bien. Donc, il veut aussi éviter une hausse des prix du pétrole. Ça compte pour lui. Il veut montrer que c'est un deal maker. Il veut montrer à sa base qu'il est capable de résoudre les problèmes sans engager de troupes américaines. En ce sens, il y a les besoins politiques de Donald Trump. Aujourd'hui, il est en difficulté aux États-Unis, aussi avec l'affaire Epstein. Pour ces raisons, oui, Donald Trump a plus intérêt à un accord rapide que les Iraniens. Sébastien Lévy, journaliste spécialiste des États-Unis, merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée à vous. Merci Olivier. Pendant longtemps en Israël, le vin n'était pas vraiment un vin local. C'était surtout un vin importé, un vin du kiddush, du Shabbat, des fêtes, un vin de sens, de transmission. Pas encore un vin de plaisir. Et ça, bien sûr, ça existe toujours. Mais aujourd'hui, le vin israélien a changé de statut. C'est devenu un vin de gastronomie, reconnu à l'international. Un vin qui voyage, qui gagne des prix et qui s'exporte. D'ailleurs, le premier pays importateur de vin israélien aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Un marché très exigeant où les vins israéliens ont trouvé leur place sur les tables gastronomiques. Et ce succès n'est pas un hasard. Il s'explique par une combinaison unique des régions viticoles très contrastées, une innovation agricole de pointe et une influence européenne, notamment française, dans le savoir-faire. Tout commence par les régions viticoles. Dans le Golan, en altitude, sur des sols volcaniques, les vins sont profonds, structurés, avec une grande fraîcheur malgré le soleil. Ce sont souvent ces vins-là que l'on retrouve dans les concours internationaux. Dans les collines de Judée, les sols sont calcaires. Les vins sont plus fins, très gastronomiques, dans un esprit très européen.
En Galilée, la diversité est remarquable. Rouge fruité, blanc très frais, rosé élégant, une région très appréciée en Israël comme à l'export. Et puis il y a le Negev, aux portes du désert. Là, on est dans l'audace, avec des vins expérimentaux qui intriguent beaucoup à l'étranger. Mais produire de grands vins dans un pays aussi chaud, ce n'est pas seulement un miracle, c'est de l'innovation. Israël est l'un des pays les plus avancés au monde en viticulteur de précision. Irrigation ultra ciblée, capteurs dans les sols, analyse du stress hydrique. Chaque vigne reçoit exactement ce dont elle a besoin, ni plus ni moins. Résultat, des vins solaires mais jamais lourds, avec de la fraîcheur et une grande lisibilité aromatique. Et c'est dans cette histoire moderne du vin israélien que l'on retrouve la French Touch. Des vignerons français ont apporté leur savoir-faire, la recherche de l'équilibre, l'élégance plutôt que la puissance, mais sans copier la France. Ce savoir-faire a été adapté au terroir israélien, au soleil, à la chaleur, à l'identité du pays. Et c'est sans doute cela, la signature du vin israélien aujourd'hui. Une rencontre entre tradition et innovation, entre terroir local et influence européenne. Et ce matin, tous les quotidiens israéliens, sans exception, rendent un dernier hommage à un géant de la chanson israélienne. Et il s'agit de Matti Caspi, qui est décédé à l'âge de 76 ans après un long combat contre le cancer. Compositeur, interprète, arrangeur de génie, Matti Caspi laisse derrière lui une œuvre immense. Le Israël Hayom nous apprend qu'il est né au kibbutz Hanita et débute dans la troupe musicale du commandement Sud, puis sort son premier album au milieu des années 70. Très vite, le public est conquis. Matti Caspi, c'était une exigence artistique rare, une sincérité totale. Il disait ne jamais écrire pour plaire, mais pour être fidèle à son émotion. Ces derniers mois, affaibli par la maladie, il avait annulé une tournée. L'été dernier, les plus grands artistes israéliens lui avaient rendu hommage lors d'un concert unique dont les recettes avaient été reversées au quartier général des familles d'otages. Le président de l'État a salué l'un des plus grands créateurs de sa génération. Dossier iranien présent avec Israël et l'inquiétude qui grandit face aux négociations entre les États-Unis et l'Iran. Et on redoute un accord qui, au lieu de réduire la menace, pourrait au contraire la renforcer. C'est ce qu'explique en tout cas Ron Ben-Ishai ce matin dans les colonnes du Yediot Ahronoth. Selon lui, Washington serait prêt à accepter un accord centré uniquement sur le nucléaire en échange d'une levée des sanctions, un scénario qui permettrait à l'Iran de se renforcer économiquement et militairement, notamment dans les domaines des missiles balistiques et des drones. Et c'est dans ce contexte que Benjamin Netanyahou a décidé d'avancer sa visite à Washington. Objectif, convaincre Donald Trump de réduire les marges de compromis et d'empêcher Téhéran de gagner du temps. Israël craint surtout qu'un accord mal encadré ne limite ensuite sa liberté d'action face aux menaces iraniennes. Judée-Samarie avec une décision hier par le cabinet de la sécurité qui marque un tournant politique majeur. Pour le Mekor Rishon, en tout cas, elles actent le fait de la fin de l'idée d'un État palestinien. Le cabinet de sécurité a validé en effet une série de mesures qui renforcent durablement la présence israélienne sur le terrain. Publication des registres fonciers, facilitation des achats de terres, suppression de restrictions héritées de l'époque jordanienne et transfert de compétences administratives aux autorités israéliennes. Ces décisions réduisent encore la possibilité d'une continuité territoriale palestinienne. Elles transforment donc des choix politiques en réalité irréversible. C'est ce qu'explique ce matin le Mekor Rishon au sein du gouvernement. Donc on assume désormais un changement de paradigme. La logique n'est plus celle d'une solution à deux États, mais d'un contrôle israélien renforcé et durable en Judée-Samarie. Et à Gaza, la situation reste extrêmement fragile, alors que l'administration américaine se prépare à lancer la prochaine étape du processus politique. Le terrain raconte une autre histoire, c'est ce qu'explique la chaîne E24 News. Le passage de Rafah est ouvert depuis une semaine, mais les violations du cessez-le-feu se multiplient. Cette semaine, un officier de réserve israélien a été grièvement blessé près de la ligne jaune. En réponse, Tsahal a mené plusieurs frappes ciblées dans la bande de Gaza.
parmi les cibles des responsables du djihad islamique et un commandant des forces Nukba qui étaient impliqués dans les attaques du 7 octobre. Une situation qui reste donc énormément tendue, explique ce matin le site du Mekor Rishon. Politique à présent avec Naftali Bennett qui lance une attaque frontale contre Binyamin Netanyahou. Dans une déclaration très dure, Bennett critique le document de citation publié par Binyamin Netanyahou la semaine dernière pour se défendre. Selon lui, ce texte ne démontre pas un leadership fort, mais au contraire un manque de contrôle et de direction. C'est ce que rapporte Amit Segal, le commentateur politique de la chaîne 12. Bennett compare Netanyahou à un personnage passif, présent dans les événements sans jamais les conduire. Selon Bennett, ce document constitue un acte d'accusation politique et morale révélant un échec prolongé du leadership et de la gestion des menaces au nord comme au sud. La compagnie aérienne El Al est menacée d'une amende record de 121 millions de shekels pour abus de position dominante pendant la guerre. Une information rapportée par l'ensemble des quotidiens israéliens ce matin. Selon l'autorité israélienne de la concurrence, El Al a pratiqué des prix excessifs et jugés non équitables entre octobre 2023 et mai 2024, une période durant laquelle elle était en situation de quasi-monopole sur 38 lignes aériennes. L'enquête montre que les prix des billets ont augmenté de 6 à 31%, y compris sur des vols qui n'étaient pas pleins. Dans certains cas, des hausses ont été constatées alors même que des sièges restaient vides. L'autorité souligne aussi que dans un contexte de guerre, de nombreux passagers n'avaient aucune alternative pour quitter ou rejoindre Israël. El Al, quant à lui, rejette ces accusations et affirme qu'elle défendra sa position lors de la procédure de consultation prévue par la loi. Effet de société inquiétant dû aux périodes de crise qui laissent aussi des traces dans la sphère privée. Le Yedioth Ahronot rapporte un document des tribunaux rabbiniques qui révèle une hausse nette des divorces après les grands chocs nationaux. Selon les données, les années de pic sont en 2021 après la crise du Covid et 2024 en pleine guerre. Plus de 11 500 couples ont divorcé l'an dernier, soit une hausse de près de 7% par rapport à l'année précédente. Les chercheurs parlent d'un phénomène récurrent. Pendant la crise, les décisions sont gelées. Puis une fois la pression retombée, les séparations augmentent. Les familles de réservistes sont particulièrement touchées. En 2024, près d'un tiers des conjointes de soldats de réserve ont déclaré avoir envisagé une séparation. Et nous terminons avec un dernier hommage aussi rendu à l'ancien député lauréat du prix d'Israël, Eli Elalouf, qui est décédé à l'âge de 80 ans hier. Eli Elalouf était l'un des dirigeants sociaux les plus importants d'Israël, titre le Israël Hayom. Pendant des décennies, il a façonné la lutte contre la pauvreté et les inégalités, à la fois sur le terrain et au sein de différentes institutions. À la tête de la Fondation Rachi, puis comme président de la Commission nationale de lutte contre la pauvreté, il a posé des bases durables pour les politiques sociales du pays. Député du parti Kulanu, il a présidé la Commission du travail, des affaires sociales et de la santé à la Knesset. Puis en 2011, l'État d'Israël lui a décerné le prix d'Israël pour l'ensemble de son engagement social. Un parcours qui laisse une empreinte profonde dans la société israélienne, conclut ce matin le Yedioth Ahronot. Vive polémique après la publication par Binyamin Netanyahou de ses réponses aux contrôleurs de l'État. Pourquoi le Premier ministre a agi de la sorte et est-ce que c'est le début d'une campagne électorale ? Pour en savoir plus et pour comprendre ce sujet, nous sommes avec Nissim Slama. Nissim, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes membre du Likoud, alors on va essayer d'avoir votre opinion et votre position par rapport à cette polémique qui a éclaté autour de la publication par Binyamin Netanyahou de ses réponses aux contrôleurs de l'État concernant ce qui s'est passé avant le 7 octobre. D'abord sur le fond, Nissim, est-ce que le fait que Binyamin Netanyahou a rendu public des réponses faites aux contrôleurs de l'État qui sont plutôt des choses confidentielles, ne vous a pas choqué, ne vous a pas dérangé ? Non, absolument pas. Il n'y a absolument rien de secret dans les papiers qui ont été rendus publics. Je suis passé, je les ai à peu près tous lus.
il n'y a rien de nouveau de ce qu'on ne savait pas. Ça fait juste confirmer ce que tout le monde savait déjà. Et il n'y a absolument aucun secret, aucune chose confidentielle à l'intérieur. On parle juste c'est des protocoles de discussion dans le gouvernement et avec les chefs de l'apparatus de sécurité. Oui, mais chef du Mossad, chef du Shabak, Shin Bet, et chef de Tzahal, et le ministre de la Défense, etc., etc. On voit que les positions de chacun par rapport à ce qui peut se passer à Gaza, et ça fait que confirmer ce qu'on a toujours pensé, qu'ils étaient tous dans cette conception totale de il n'y aura pas de guerre à Gaza, et sinon on ne veut pas faire la guerre, ce qu'ils veulent c'est avoir un arrangement avec Israël, et il n'y a aucun risque de Gaza. Donc il n'y a rien de secret dedans. Alors on va revenir sur ce qu'il y a dans ces réponses, dans ces protocoles qui ont été publiés, mais quand même, le fait que Benjamin Netanyahou publie une partie seulement des protocoles en donnant en renforçant un peu sa position, c'est pas quelque part dérangeant? C'est de la politique. Le fait de choisir dans les protocoles, ce qui nous intéresse, c'est le publier. C'est pas quelque chose que Netanyahou a inventé. En tant que Premier ministre, il a tout à fait l'autorité d'autoriser les publications telles qu'il veut. Et c'est très important de comprendre à partir du moment où c'est le Premier ministre. Donc il est censé être en haut de la pyramide. En Israël, il n'est pas en haut de la pyramide parce que Israël n'est pas un pays démocratique et c'est la Cour suprême qui est en haut de la pyramide. Mais si on va prendre en considération comme si on était un pays démocratique, il est censé être en haut de la pyramide. En haut de la pyramide, il peut décider ce qu'il veut publier, ce qu'il ne veut pas publier. Le fait qu'il publie ce qu'on appelle cherry picking, qu'il choisit ce qu'il publie, ça s'appelle de la politique. Il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est pas qu'on va apprendre quelque chose de nouveau. Au bout du compte, c'est pas qu'il publie des fausses choses. C'est pas que dans les feuilles qu'il a pas publiées, ces personnes-là, le ministre de la Défense Yoav Gallant, ou Herzi Halevi, ou Ronen Bar, ou ces gens-là ont dit autre chose que dans les papiers qu'ils ont publiés. Pas du tout. Oui, c'est le fait qu'il ait publié. Il y a assez de publications pour comprendre. Ça nous confirme. Le fait est qu'il n'ait pas tout publié. Au contraire, d'un côté on demande comment il publie des choses confidentielles, et l'autre côté on demande pourquoi il publie pas tout. Alors justement, peut-être que dans les autres papiers, il y a des choses confidentielles. Est-ce que le fait justement qu'il n'a pas publié tout, et il y a des choses qui sont peut-être confidentielles qu'il n'a pas pu publier, mais des choses que peut-être lui aurait déclarées, aurait peut-être des discussions qui auraient eu lieu pendant des réunions de sécurité qui n'ont pas été publiées, qui peut-être sont des avantages. Et justement, évidemment, il a choisi de ne pas les publier. Oui, c'est évident. Mais la politique, c'est évident. Pourquoi le gars, il publierait quelque chose qui irait contre lui? Évidemment. Il y a aucun problème avec ça. Ça s'appelle de la politique. Tout le monde fait la même chose. Quand Bennett, il est Premier ministre, il aurait fait la même chose. Quand Yair Lapid était Premier ministre pour 2 mois, c'est la même chose. Et tout ministre et tout politique, il fait exactement la même chose. Je veux dire, il y a rien d'étonnant à ça. Ok, alors c'est normal. Je veux dire, c'est évidemment qu'il va pas publier quelque chose dans lequel ça va le mettre à mal, où on le voit, je sais pas moi, crier ou dire une imbécilité, quoi que ce soit. Évidemment qu'il va publier que les choses qui l'arrangent. Je veux dire, il y a aucun problème. Mais le fait qu'il publie que les choses qui l'arrangent, ça rend pas ces choses-là moins vraies. Alors, sur les choses... Le fait est tout simplement que cette conception a été partagée et par tous les membres par le ministre de la Défense, Yoav Gallant, et par le Herzi Halevi, le chef de Tzahal, et par Ronen Bar, le chef du Shabak, et par le chef du Mossad, etc., etc., etc. Dans les papiers, on voit absolument pas que Netanyahou va à l'encontre de cette conception. La seule chose qui va dans le truc, c'est qu'il dit qu'il faut être un peu plus agressif. Mais Netanyahou était aussi dans la conception. Et la preuve, s'il y avait une seule phrase qui montrait que Netanyahou n'était pas dans cette conception, que Netanyahou pensait qu'il fallait, que lui, le Hamas est très dangereux, que le Hamas va attaquer de manière forcée, va tuer des milliers de personnes, et que il faut attaquer le Gaza et qu'il faut conquérir Gaza, etc., etc., ne vous inquiétez pas, il aurait publié. Le fait qu'il n'ait pas publié ça, ça veut dire que lui-même était dans sa conception. Le but de ces papiers, comme moi je les lis, c'est pas pour prouver que Netanyahou c'était le seul qui avait raison et les autres ils avaient tort. C'est pour prouver que Netanyahou n'est pas le seul à avoir tort. Netanyahou a tort, il s'est trompé, il s'est gouré totalement, il a totalement fait une mauvaise calculation, mais il n'a pas fait une mauvaise calculation tout seul. C'est pas que tout le monde disait non, t'as tort, et que lui dit oui, Gaza va pas attaquer. C'est que tout le monde pensait la même chose, Netanyahou inclus. Alors pourquoi, d'après vous, Benjamin Netanyahou a choisi ce moment précis pour publier ces protocoles? On est en passe, bientôt il risque d'avoir des élections. On est en train de faire passer la loi sur l'incorporation ou la non-incorporation des Haredim, des ultra-orthodoxes. Et il y a des manifestations aujourd'hui et dans les jours qui
qui passe, on a devant la Cour suprême un débat sur savoir, et j'utilise consciemment le mot débat, parce que c'est ce qui se passe, c'est de la politique ce qui se passe à la Cour suprême, et c'est un débat tout simplement par des politiques qui ne sont pas élus, qui décident est-ce qu'il faut obliger ou pas obliger à avoir une commission d'enquête, ce qu'on appelle mamarti en hébreu. Une commission, c'est impossible de traduire vraiment en français. Mamarti, c'est le fait de dire national ou comme ça. Et le problème avec cette commission d'enquête mamarti, ça veut dire que c'est le chef de la Cour suprême, qui est le chef autoproclamé de la Cour suprême, Yitzhak Amit, qui va décider qui vont être les membres de cette commission d'enquête, ce qui est du grand n'importe quoi, au fait. Et donc, on a un chef autoproclamé de la Cour suprême qui va décider lui-même s'il veut, à l'encontre de la loi, puisque la loi dit de manière très très claire que c'est que le gouvernement qui peut décider de ce genre de commission d'enquête. Donc une Cour suprême qui va décider à l'encontre de la loi, que son propre chef va décider de qui va être dans cette commission d'enquête, et que cette commission d'enquête, évidemment, ne va pas du tout enquêter sur les problèmes qu'il y avait dans l'état-major de Tzahal, au Shin Bet, au Mossad, etc., mais que les politiques élus. Et donc évidemment, c'est le moment de publier ce genre de choses-là. Et au bout du moment, je pense que il a donné sa réponse au contrôleur de l'État, il envoie la publication, c'est de la politique. Mais ce qu'on peut apprendre au-delà de la politique, c'est ce qui se passe vraiment, et le fait que oui, tout le monde était dans la même conception. J'ai imprimé ce matin. J'ai imprimé ce matin et j'ai traduit en français une petite partie des choses. On voit vraiment le chef d'état-major qui dit, qui comprend qui comprend Sinwar, que Sinwar essaye de faire le maximum sans susciter trop d'intérêt et le minimum nécessaire pour montrer qu'il est toujours pertinent. On voit Ronen Bar, le chef du Shin Bet, le même chef du Shin Bet, qui après le 7 octobre disait que le danger le plus grand pour Israël, c'est les jeunes des collines en Judée-Samarie, qui disait que si je suis dans une pièce avec Sinwar, il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit. Et dans tous les cas, d'après la théorie du Sheikh Yassin, donc le fondateur du Hamas, ils font toutes les choses tous les 40 ans, donc il n'y aura rien avant 2027. Et de toute façon, Yahya Sinwar est un dirigeant réfléchi, il n'est pas prêt pour une guerre. On a le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui dit que le Gaza a tout perdu. Le Hamas à Gaza a perdu toutes ses capacités, qu'il ne peut pas emprunter les voies maritimes, qu'il ne peut pas passer par les tunnels, qu'il ne peut pas lancer des opérations en surface. Je rappelle des choses qu'il a fait le 7 octobre, et que ce qui lui reste, c'est que en fait les attaques de roquettes, et que les attaques de roquettes ont 95% des attaques de roquettes sont arrêtées. Donc on a vraiment une totale conception. Oui, le fait que Bibi était aussi dans cette conception, et donc il n'est pas moins responsable que les autres, mais de l'autre côté, il n'est pas plus responsable que les autres. Mais à part le fait de la conception, il y a aussi quand même un problème par rapport au moment où on a découvert, où on s'est rendu compte de l'attaque, et il y a un moment et un temps très très grand où la réaction d'Israël n'est pas faite. C'est-à-dire que là aussi, on se pose des questions. Pourquoi Israël a mis du temps à réagir alors que on a vu, et les observateurs, les observatrices surtout, ont vu l'entrée des terroristes dans le territoire israélien. Et là aussi, ça pose de sévères questions par rapport à l'attitude de Benjamin Netanyahou. Ok, il faut diviser les choses en deux temps. Il y a ce qu'il y a avant le 7 octobre, la conception dont je viens de parler. Okay, et il y a ce qui se passe pendant le 7 octobre, et il y a ce qui se passe après le 7 octobre, donc du 8 octobre et au-delà. Okay. Si je passe avant le 7 octobre, on a un problème de conception, que tout le monde pense que le Gaza ne va pas attaquer, qu'il n'y a aucune raison de Gaza, pourquoi il ne va pas attaquer? Parce qu'il y a cette force à la frontière. Et donc, si Gaza ne va pas attaquer, donc on enlève les forces à la frontière et on se retrouve avec les 2 brigades devant tout Gaza, quelques tanks, quelques soldats, et c'est tout. Cette conception amène aussi à totalement sous-évaluer les observatrices et tous les mouvements de troupes qu'on voit de l'autre côté de la frontière. Et on dit oui, non, mais c'est du grand n'importe quoi. Dans tous les cas, ils vont pas attaquer. C'est exactement ce qui s'est passé en 73 avec la guerre de Kippour. Ensuite, on a la réaction le 7 octobre, dans la nuit du 6 au 7 et le 7 au matin et jusqu'à l'après-midi. À partir de 6 Là, on a 2 problèmes. D'abord, on a une révolte, un vrai putsch du chef d'état-major, du chef du Shin Bet, contre le pouvoir civil, contre le pouvoir élu. Le fait est qu'ils ne réveillent pas le pouvoir élu, qu'ils décident par eux-mêmes quelle va être la réaction. Que on est à 5h du matin, 4h30, 5h du matin, 5h30 du matin, que l'attaque est imminente, qu'on sait que l'attaque est imminente, ou ils ont peur d'une miscalculation, et ils ne réveillent pas. Et oui, c'est un vrai problème, le fait qu'ils ne réveillent pas Netanyahou, et Netanyahou a vraiment raison de se plaindre de ça. Vous pensez que c'est volontaire? C'est quelque chose qui est évident, qu'il faut réveiller le Premier ministre et le cabinet. Il faut réveiller les gens et les amener. Nissim, vous pensez que c'est volontaire, qu'ils n'ont pas réveillé le Premier ministre? J'ignore si c'est volontaire ou c'est pas volontaire, mais le fait est que dans un cas pareil,
celui qui doit décider quelle va être la réaction, c'est le Premier ministre et le cabinet. Ouais. Le fait de ne pas réveiller le pouvoir civil et de décider par soi-même quelle va être la réaction de l'État d'Israël, c'est quelque chose d'inconcevable. Qu'on me dise avant, ok, il n'y a pas de problème. Bibi est responsable avant, il était dans la conception comme les autres. Ouais. Aucun problème avec ça. Mais dans la nuit, le fait de ne pas le réveiller au matin et d'attendre que les terroristes soient à l'intérieur d'Israël, et ensuite de falsifier des documents et des documents qui ont été falsifiés, et d'attendre vraiment le dernier moment pour réveiller le Premier ministre après que la chose ait déjà faite, c'est inconcevable dans un pays démocratique. Et si on parle d'un pays démocratique, oui, c'est inconcevable. Dans un pays démocratique, les décisions, ce qu'on appelle en hébreu made in news, c'est-à-dire les décisions politiques, de politique internationale, dépendent du pouvoir civil élu, et non des pouvoirs, et non des forces militaires ou autres. Le fait qu'il n'ait pas réveillé, c'est très grave. Ensuite, dans la journée elle-même, la réponse de Tzahal et la réponse des forces étaient totalement... j'ai aucun mot à part nul, tout simplement. Ouais. Ils ont mal envoyé les forces, c'est un problème opérationnel. On passe maintenant d'un problème politique à un problème opérationnel. Pourquoi les forces ont été envoyées au mauvais endroit? Pourquoi on n'a pas compris ce qui se passait? Pourquoi l'état-major à Tel Aviv était totalement déconnecté du terrain, etc., etc., etc. Ça, c'est un problème opérationnel qu'il faut vérifier de niveau opérationnel. Et ensuite, à partir du 8 octobre et le reste, pendant pratiquement un an, plus qu'un an, on a un état-major et un ministre de la Défense qui refusent d'accepter l'évidence et qui refusent d'accepter le fait que jusqu'à aujourd'hui, en fait, l'armée n'a toujours pas accepté. Si on veut battre le Hamas à Gaza, il y a une seule possibilité, c'est de prendre la responsabilité sur les civils gazaouis. Il n'y a aucune autre possibilité. La raison pour laquelle le Hamas existe toujours à Gaza, c'est parce que Israël n'a toujours pas pris la responsabilité de la vie civile à Gaza. Mais Benjamin Netanyahou... le système de raid inventé par l'état-major, par Herzi Halevi, jusqu'à qu'il soit remplacé, de rentrer, sortir dans les mêmes endroits, et que des soldats se font tuer. Herzi Halevi a sur sa tête le sang des soldats, non seulement ceux qui ont été tués le 7 octobre, parce qu'il a une grosse partie de la responsabilité de cette conception, non seulement le jour du 7 octobre aussi parce qu'il y a une grosse responsabilité des problèmes opérationnels, mais même après, parce que la conception de rentrer, de sortir et de rentrer... En tant qu'officier d'infanterie, je suis rentré et je me suis battu dans des zones et dans des maisons et dans des habitations où j'étais les 3e et 4e forces de Tzahal à rentrer dans le même endroit. On rentre, on retire et le Hamas est rentré à notre place. Jusqu'au moment où le nouvel état-major est venu et a décidé de conquérir et de rester sur place. Mais le Hamas est toujours là, tout simplement parce qu'on a toujours pas pris responsabilité des civils à Gaza. Mais ça, c'est pas seulement Bibi. Je veux dire, c'est pas seulement le gouvernement. C'est évidemment le gouvernement qui a pas tapé du poing, mais c'est aussi l'armée qui refuse toujours de comprendre ça. Mais c'est aussi Bibi, et c'est donc, d'après ce que on entend de vos propos, c'est une responsabilité en fait partagée par rapport à tout ce qui s'est passé avant, pendant et après le 7 octobre. Oui, c'est ce que je dis. Vous savez, en Israël, avant le 7 octobre, on avait le camp Rak Bibi, que Bibi, et le camp Rak Lo Bibi, tout sauf Bibi. Mais le seul mot différent, c'est le nom au milieu. Ce qu'il faut dire, c'est Lo Rak Bibi, pas seulement Bibi. D'accord. Netanyahou est responsable. Et l'histoire le jugera en tant que responsable. Il était le Premier ministre, il était dans la conception. Il a fait des erreurs, il n'a pas frappé du poing quand il fallait frapper du poing, il a fait énormément de choses. D'un autre côté, il a énormément de crédit par rapport aux choses que il a réussi. Ce qui s'est passé avec l'Iran, ce qui s'est passé avec le Hezbollah, énormément de choses que Netanyahou a énormément de crédit. La création d'un axe depuis l'Inde jusqu'au Maroc, avec le Somaliland et les Émirats Arabes Unis et la Grèce, c'est Netanyahou qui le fait. Et c'est très important. C'est très, très important. Donc, il a énormément de crédit d'un côté, et de l'autre côté, il a énormément de responsabilités. Mais le problème, c'est qu'on a énormément de gens en Israël, dans les deux camps politiques. Là, il va dire, Bibi, il a que des choses bien qu'il a fait, toutes les choses mal, c'est pas lui du tout, c'est l'armée, c'est les fonctionnaires, etc. Et de l'autre côté, un autre camp qui va dire, Bibi est responsable de tout, et le chef d'état-major Herzi Halevi, non, il n'a aucune responsabilité. Et la Cour suprême, aucune responsabilité. Cette même Cour suprême qui a interdit aux soldats de garder le périmètre autour de Gaza, qui a interdit aux soldats de tirer sur les gens qui arrivaient dans le périmètre. C'est la même Cour suprême qui a fait en sorte, au bout du compte, par cette décision. Alors évidemment, elle n'était pas sur place le 7 octobre, mais le 7 octobre, on a des soldats qui racontent comme quoi ils n'ont pas tiré sur les gens, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas armés. On parle des gens qui sont venus rentrer dans les kibbutzim et ont fait...
et ont tué des enfants, ont tué des femmes, ont violé, etc., etc. Et que comme on voyait pas une arme sur eux, donc on pouvait pas tirer sur eux parce que les soldats ont compris que, au bout du compte, il y a des choses qui sont interdites et qui veulent pas rentrer en prison. Ouais. Voilà. Et donc, tout ça, la responsabilité de la Cour suprême, en plus, il faut pas oublier que la Cour suprême, comme elle est au-dessus de Netanyahou, elle est au-dessus du Premier ministre, et personne ne dira le contraire. La Cour suprême a le dernier mot sur tout. Sur tout. Ouais. Donc, évidemment, si tu es la plus grosse autorité, donc la plus grosse responsabilité, donc avant tout, c'est la Cour suprême qui est responsable, tout simplement, pas parce qu'elle a fait quoi que ce soit, pas parce que la Cour suprême a décidé, et pas parce que la Cour suprême a décidé de la conception, mais tout simplement parce que c'est elle qui a la plus grosse autorité, plus grosse responsabilité. Ensuite, il y a Netanyahou, parce que c'est le Premier ministre, il a la plus grosse autorité, donc plus grosse responsabilité, et tout le reste aussi. Très bien. Pour terminer, Nissim, pour se mettre d'accord, la nécessité d'une commission, alors que ce soit une commission d'enquête gouvernementale, même l'ARTI, une commission d'enquête indépendante, cette nécessité est vraiment aujourd'hui très importante en fait. Ça dépend pourquoi. Si c'est pour dire qui a tort et qui s'est trompé, etc., je pense que ça change pas grand-chose. Au bout du compte, ce qu'on va faire, c'est que réveiller les démons israéliens, réveiller les démons vous savez, des camps israéliens. Et chacun va dire non, c'est toi qui es responsable, non, c'est toi la faute, c'est à qui la faute. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est vraiment des commissions d'enquête qui expliquent qu'est-ce qui s'est mal passé, comment on a pu se tromper, quelles ont été les erreurs opérationnelles qu'on a fait, quelles ont été les erreurs de conception, d'analyse de la situation qu'on a fait. Et ça, c'est très important de le faire. Donc, il faut bien faire la différence entre une commission qui vient là pour, qui sera la commission d'enquête décidée par les juges, qui sera là pour accuser les gens, puisque c'est des juges et ils sont là pour accuser les gens, et à part eux-mêmes, évidemment, et à part les gens qui les soutiennent, et des commissions d'enquête, comme ce que fait le contrôleur de l'État en passant, qui fait un très bon travail, pour comprendre ce qui s'est mal passé et réparer les erreurs. Et ça, c'est très, très important de le faire. D'un côté aussi, le problème avec une commission d'enquête comme ça, c'est que personne ne fait confiance à personne. En tant que citoyen, je ne fais absolument pas confiance à une commission d'enquête qui sera, dont les membres vont être décidés, dont la nomination des membres va être décidée par Yitzhak Amit, par le politique non élu qui s'est autoproclamé chef de la Cour suprême, Yitzhak Amit. D'un côté, je comprends, évidemment, que de l'autre côté, on ne fera pas confiance à une commission d'enquête qui sera décidée, dont les membres sont décidés par le gouvernement. Très bien. Donc, il y a une proposition de loi qui est sur la table. Malheureusement, l'opposition parlementaire refuse totalement toute collaboration avec cette proposition de loi qui leur donnera la moitié de la commission d'enquête et ils pourront attaquer Bibi autant qu'ils veulent. Donc on a un vrai, parce que en fait l'opposition parlementaire, elle n'a pas tellement besoin quoi que ce soit, parce que l'opposition parlementaire, au bout du compte, par la Cour suprême, fait ce qu'elle veut. Et donc ils n'ont pas besoin de se battre au niveau électoral, ils n'ont pas besoin de se battre au niveau de la Knesset, tout simplement parce que quoi qu'ils fassent, ils peuvent toujours faire appel à la Cour suprême qui décidera en leur faveur. Merci Nissim pour ces explications. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité. À bientôt. Bonne journée, merci de m'avoir reçu. Merci. Au revoir. Eli Lalouf, ancien député et lauréat du prix d'Israël qui est décédé hier à l'âge de 80 ans. Et pour en parler, nous sommes avec Myriam Lezer. Myriam, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Boker Tov, Olivier. Vous avez bien connu Eli Lalouf, c'est un ami, c'est aussi, vous avez travaillé longuement avec lui au sein de la fondation Saktarashi. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez rencontré Eli ? Alors oui, évidemment, je m'en souviens très bien. J'étais venue à un rendez-vous à la Fondation Rachi qui se trouve à Ben Shemen pour un interview d'embauche, en fait. Et il cherchait à l'époque quelqu'un pour le seconder dans le développement des partenariats francophones. Vu qu'il s'en occupait tout seul et ça devenait quelque chose de plus difficile à gérer, il avait besoin de quelqu'un pour le seconder. Et il cherchait donc quelqu'un qui avait un profil, si tu veux, avec un background associatif, avec la langue, évidemment, qui maîtrisait la langue. Ce que je n'avais pas à l'époque. Je maîtrisais la langue, mais je n'avais pas de background associatif. Je venais du milieu de la chimie, rien à voir. Mais on a tout de suite eu un déclic parce que, enfin, moi je l'ai eu et lui aussi, j'imagine, parce qu'on avait un peu les mêmes origines. Ouais, vous êtes tous les deux du Maroc. Exactement. On vient de Casablanca tous les deux. On a été dans les mouvements de jeunesse tous les deux. Il a fait son alia tout seul, moi aussi, du Maroc. Pardon.
Il a été au Technion en arrivant en Israël et moi aussi. Il a fait il était madrich aussi de jeunes groupes qui venaient d'Europe et de France principalement avec comment ça s'appelle la Sournout, etc. Donc on avait un peu le même cursus. Et donc tout ça, on a fini par parler que de ça et pas du tout de ma carrière professionnelle antécédente. Alors, comment c'était de travailler avec Eli Lalouf? Vous avez travaillé avec lui au sein de la fondation, une des plus grandes fondations israéliennes, fondation philanthropique. Comment c'était de travailler avec lui? J'ai découvert un monde. C'est vraiment, il m'a fait découvrir des aspects de la société israélienne qui jusque-là m'étaient inconnus. Je ne connaissais pas le monde associatif, je ne connaissais pas vraiment les problèmes qu'avait la société israélienne en périphérie géographique et sociale. J'ai entendu parler évidemment aux news, etc. Mais pour moi, c'était loin. J'habitais au centre du pays, dans la région du Sharon. Donc, c'était pour moi une découverte. J'allais avec lui à la rencontre de ces municipalités pour essayer de comprendre leurs problèmes, pour venir trouver une solution. Et pour moi, c'était vraiment une révélation. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, on dit qu'il y a des gens qui changent le sort des gens. Et ben, Eli a changé le sort de ma carrière professionnelle en Israël, mais aussi ma vie, parce qu'il m'a fait voir les choses autrement. Travailler avec Eli, c'était pas évident, hein, parce qu'Eli était quelqu'un. Il était dur. Très rigoureux. Oui. Je me souviens des yeshivot qu'on faisait à Ben Shemen. À Ben Shemen, on avait une très grande salle de yeshivot avec une grande table en bois, plus grande que celle de Kali. Et quand tout le monde arrivait, il fallait arriver à l'heure. Et oi va voy, celui qui arrivait avec une minute de retard, il se faisait flinguer par Eli. Et quand Eli parlait, mais tout le monde se taisait. Il n'y avait pas une mouche qui volait. Et quand la sentence tombait. Et quand Eli parlait et qu'il avait décidé quelque chose, après c'était action items, qui fait quoi, comment, machin. Dans une semaine, il veut le rapport de ce qui a été. C'était impressionnant. Alors vous avez parlé de ces populations de la périphérie, cette lutte contre la pauvreté. Et pour Eli, c'était plus qu'une mission, en fait. C'était vraiment sa raison de vivre, non? C'était exactement ça. Lui-même venant d'une famille avec très très peu de moyens, il avait perdu son père très jeune, ce qui l'avait beaucoup marqué. Il avait, comme l'a dit Yael aussi, qu'il a écrit dans son post magnifique, il avait une admiration pour sa mère qui avait réussi à élever une fratrie de, je crois, 8 ou 9 enfants, et chacun avait réussi d'une manière exemplaire, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France ou en Israël. Il avait une admiration pour sa mère extraordinaire, et donc il a vécu avec très très peu dans une maison où il y avait très peu de moyens, et pour lui la lutte contre la pauvreté et contre surtout l'inégalité des chances. En Israël, il voulait absolument que chacun ait la chance de s'en sortir. Il disait que les villes de développement en Israël avaient été construites, bon, c'était un fait, mais que Israël avait besoin quand même de peupler ces régions-là. Mais à partir du moment où Israël l'avait fait, qu'elle prenne la responsabilité de ses actes et qu'elle vienne en aide et qu'elle donne la chance à ses enfants de s'en sortir, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des activités sociales, à tous les stades de l'enfance, il fallait être là. Et Eli avait un slogan qui m'avait marqué dès le début. Et quand on venait en visite pour voir comment avait été construit le centre de l'enfance de Yerouham ou de Dimona ou de Arad ou dans le nord de Kiryat Shmona, il fallait absolument que ce soit d'un niveau de best. Il fallait que ce soit le top. On ne donne pas un service pauvre aux pauvres. Pour lui, il fallait donner le meilleur. Même mieux il fallait que l'enfant de Kiryat Shmona ou de Dimona ait un centre pour l'enfance qui soit plus beau que celui de Tel Aviv.
parce qu'il fallait le respecter d'abord, il fallait respecter l'enfant. Ouais. Pour lui, c'était très important. Alors, j'ai interviewé Elie une fois à la Knesset et on avait parlé de son prix qu'il avait reçu en 2011 pour le prix d'Israël, donc il avait reçu en 2011. Alors, il avait bien sûr été très heureux de recevoir ce prix, mais il avait quand même un goût amer parce qu'il m'avait déclaré que c'était la première fois qu'un Israélien originaire du Maroc recevait le prix d'Israël. C'était en 2011. Et il y avait un petit goût amer dans ses paroles. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi, ce sentiment comme ça que peut-être d'un côté, ceux qui sont arrivés du Maroc ont été mis de côté pendant une certaine période en Israël? Tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose qui a accompagné Elie au jour le jour. Et moi qui arrivais aussi du Maroc dans les années 90, pas comme lui dans les années 60, j'avais moins ce sentiment-là. J'ai fait mon alliage, j'ai eu aucun souci, aucun problème. J'ai pas j'ai pas senti la discrimination. Peut-être que lui l'a ressenti à son arrivée, mais je l'ai découvert avec lui. C'est fou à dire, mais c'est comme ça que j'ai découvert. Et quand je suis allée avec lui dans les villes en voie de développement où j'ai vu des populations qui venaient du fond de l'Atlas du Maroc ou même de Casablanca, qui avaient du mal à s'en sortir. J'avais mal au cœur pour eux, mais je l'ai découvert que grâce à lui. Donc si tu veux, lui, il avait ce sentiment-là. Il voulait faire un tikkun de ce qu'avait fait le gouvernement avant lui. Je garde encore, c'est marrant ce que tu dis parce que le Pras Israël, j'ai gardé encore la brochure. Je sais pas si tu la vois, la brochure de Pras Israël avec sa photo et je la vois encore avec son beau sourire. Évidemment, il en était très très fier de ce Pras et c'est une grande fierté. Et ce qui est aussi important à dire, c'est que il m'a insufflé la fierté de mes origines. J'en ai toujours été fière, je les ai jamais cachées. Mais avec lui, je les ai mises en avant. Tu vois la différence. Et je pense qu'il a influencé de cette manière, pas seulement les gens qui ont travaillé autour de lui, mais même aussi les gens qui venaient vers lesquels il venait à l'encontre, que ce soit dans toutes les villes d'Israël en périphérie, quand il venait les voir et il parlait aux enfants, il parlait aux adolescents, il parlait aux maires, il parlait aux gens qui travaillaient dans les mairies, il leur donnait cette fierté qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y a, depuis ces années-là, il y a quand même un renversement de situation. Ouais. Je pense que les Mizrahim aujourd'hui, les Yotzei Tzfon Afrika, les originaires d'Afrique du Nord aujourd'hui ont cette fierté de leurs origines qu'ils n'avaient pas avant. Et je pense que Elie a vraiment beaucoup influencé dans ce sens-là. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup influencé et c'est vrai qu'il a fait beaucoup pour lutter contre les inégalités, mais malheureusement encore en Israël, le sujet des inégalités, de la lutte contre la pauvreté n'est pas le premier sujet. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas, c'est un peu difficile de répondre à cette question, mais est-ce que vous pensez que peut-être quelque part, Elie est parti avec une certaine frustration par rapport à ça? Je ne sais pas s'il pensait vraiment résoudre le problème complètement, mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail, je pense que ça dépend pas seulement du rapport qu'il a fait sur la pauvreté qui était exceptionnel et qui a réussi vraiment à les aser, à faire un peu de tremblement de terre et changer certaines choses. Et il a réussi à faire pas mal de choses, des choses extraordinaires. Mais je pense que tout... il y a deux choses. Il y a ce qui est la pauvreté et il y a ce qui est la discrimination Mizrahi et Ashkenaz. Je pense que tout ce qui est Mizrahi et Ashkenaz, ça revient toujours sur le devant de la scène parce que c'est très politisé. Très, très politisé. Mais moi, je vais à la rencontre et je regarde ce qui se passe, même mes enfants qui me racontent les amis qu'ils ont, que ce soit à l'armée, que ce soit au travail. Je vois, par exemple, même dans les sociétés high-tech, on voit de plus en plus de gens, des noms avec des connotations mizrahim. À l'armée, des gens qui arrivent à des postes haut gradés avec des noms mizrahim. Je pense qu'on est vraiment passé, on a passé ce cap-là. Et c'est remis sur la scène que par des politiques.
Et ça, il faudrait le bannir, il faudrait empêcher que cela se fasse, de réveiller des démons qui n'existent plus, qui sont vraiment complètement, pas endormis, mais presque morts. Ça, c'est d'un côté. Maintenant, au niveau de la pauvreté, il y a encore beaucoup à je faire. pense que... Pardon ? Pour la pauvreté et les inégalités, il y a encore beaucoup à faire, je dis. Il y a encore toujours à faire, évidemment, mais je pense que si Israël prenait d'abord des mesures économiques beaucoup plus comment dirais-je, drastiques pour diminuer le coût de la vie, que ce soit pour tout Israël, non seulement pour les sociétés, pour les couches pauvres, mais aussi pour les couches moyennes, ça influencerait beaucoup plus ces couches-là et elles arriveraient peut-être mieux à s'en sortir. Et donc, je pense que c'est une politique beaucoup plus, c'est beaucoup plus globale et qui a vraiment besoin. Et non, on n'a toujours pas réglé le problème. Il est loin d'être réglé, malheureusement. En tout cas, je ne sais pas s'il est parti avec ce sentiment de frustration, mais je pense qu'il sait qu'il a fait beaucoup de choses. C'est pas quelqu'un qui aimait se mettre en avant, mais tout le monde lui reconnaît. Je pense qu'on peut regarder les réseaux sociaux et on voit comment les gens ont réagi à l'annonce de son décès, malheureusement. En tout cas, je suis sûr qu'il va nous manquer. Il va vous manquer encore plus à vous qui avez travaillé à ses côtés et qui l'avez bien connu. Et puis, il va surtout manquer à l'État d'Israël pour... Tout à fait. Merci en tout cas de ce bel hommage, Myriam. Merci à toi, Olivier, de m'avoir permis d'être là ce matin.